Détendez-vous. C'est normal d'avoir mal. Vos tests sont Vous normaux. pleurez, Vous êtes vous trop jeune riez, pour avoir des ça laisse problèmes dans hormones. votre tête. Ça laisse hormones. L'horloge Ça laisse tourne. hormones. Ça va passer. C'est sûrement dans votre tête. Bonjour, je suis Amandine Mousset et je vous accueille sur le podcast So Over It, qui vous parle de santé des femmes et de leur parcours de soins. Vous entendrez ici des professionnels de santé et du soin, avec qui on parlera de thématiques souvent invisibles dans la société. Par ces échanges, j'espère que vous vous sentirez informée, confiante, déculpabilisée et rassurée pour pouvoir avancer sereinement dans votre parcours de santé, qu'elle soit physique, psychique ou sociale, et y trouver les soins que vous méritez. Vous n'êtes pas seul. Ici, il n'y a aucun tabou. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai la chance d'accueillir Mélodie Exbraya, sage-femme orthogéniste. Et à l'époque où on m'a présenté Mélodie en ces termes, dans le centre de santé où on travaillait toutes les deux, je n'avais aucune, mais alors aucune idée de ce que voulait dire sage-femme orthogéniste. Alors que pourtant, une femme sur 3 aura recours à cette spécialité au cours de sa vie. Je pense que cela témoigne bien du tabou qui entoure encore l'IVG, car oui, c'est bien de cela qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est avec une émotion toute particulière qu'on enregistre par hasard en ce vendredi 17 janvier 2025, après avoir décalé cet enregistrement plusieurs fois. On est ému, parce qu'aujourd'hui ce sont les 50 ans de la loi Veil qui a dépénalisé l'avortement. 50 ans plus tard, le tabou persiste et on ne sait toujours pas très bien où aller et à quoi s'attendre quand on est enceinte et qu'on ne souhaite pas l'être. Avec Mélodie, on va essayer de casser quelques préjugés et de vous donner des clés pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est une IVG, et on l'espère pouvoir vous permettre de vous sentir un peu moins seul. Bonne écoute. Mélodie, bienvenue dans le podcast. Salut, ça fait hyper plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très heureuse que tu aies accepté l'invitation et qu'on arrive à l'enregistrer, cet épisode. Et qu'on a réussi. En ce jour, ça m'émeut un petit peu. Ouais, en même temps. Ouais. C'est un pur hasard, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un pur hasard et pourtant on est là aujourd'hui et on va parler d'IVG pour faire un peu progresser les mentalités, ça me fait très plaisir. Et en plus cet épisode, il va diffuser en mars, Okay. autour de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et oui. Ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est un des sujets les plus emblématiques de nos luttes, Oui. Et du fait que la santé des femmes reste un sujet hautement politique. Oui. Et qu'on a encore besoin de lutter pour ces sujets-là. Et il faut que tout le monde se mobilise envers et contre tout pour la liberté des femmes ici et autre part aussi, bien sûr. Donc toi, tu es sage-femme, Orthogéniste, effectivement. orthogéniste. Exactement. Et donc, c'est une spécialité Mhm. qu'on connaît moins, parce que quand on pense à sage-femme, on pense aux accouchements, à la maternité, etc. C'est ça. Et moi, je t'ai découvert dans un contexte de centre de santé dédié aux femmes, et donc j'ai découvert la spécialité d'orthogénie. Alors, je connaissais l'IVG, mais je ne savais pas que ça avait un nom, alors que pourtant, on connaît le nom des spécialités médicales, podologue, Oui. orthopédie, etc. On connaît très bien. Et l'orthogénie, alors que c'est très répandu, Oui. on ne connaît pas ce terme. Le terme ortho-droit, génie généralement qui se rapporte à la femme. Donc orthogénie, c'est vraiment la santé de la femme telle qu'elle le décide, tu vois, de façon la plus proche de ce qu'elle a envie de vivre. Et donc du coup, en l'occurrence, arrêter la grossesse si ça ne lui correspond pas comme projet de vie. Voilà. Et comment t'en es arrivée à faire cette spécialité ? Moi, l'orthogénie, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, peut-être féministe très tôt, peut-être aussi en contact avec des gens très jeunes qui ont dû faire des IVG. Déjà, la gynécologie m'intéressait et particulièrement le fait de pouvoir accompagner n'importe quelle décision, notamment la décision d'interrompre une grossesse. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Pendant mes études, on en parlait finalement très peu. J'ai eu l'occasion quand même de faire des stages en orthogénie et puis une chose en amenant une autre. Alors effectivement, comme beaucoup de sages-femmes, quand j'ai quitté les études, je me suis rapprochée de l'hôpital, j'ai accompagné des personnes qui souhaitaient accoucher, mais il me manquait quelque chose. Tu vois, il me manquait le fait d'aller un petit peu au-delà, d'aller accompagner d'autres personnes avec d'autres projets et du coup j'ai eu cette chance d'ouvrir mon cabinet libéral donc à Paris et faire des formations pour pouvoir un peu compléter mes connaissances avec des réseaux pour pouvoir proposer en fait des IVG dans mon cabinet libéral. Ok. Voilà. Et comment ça se passe au niveau formation ? Formation, alors nous les sages-femmes, je vais vraiment parler que des sages-femmes parce que les médecins généralement c'est intégré dans leur formation. Les sages-femmes, depuis 2016, on a le droit de faire de la gynécologie. L'orthogénie, donc les IVG, ça se rapporte à la gynécologie, on est formé.
Généralement, pour pratiquer l'IVG en libéral, donc en ville, il faut qu'on ait une formation un peu complémentaire en relation avec un hôpital. À Paris, on l'appelle ça le Révo, qui propose des formations complémentaires généralement pour les sages-femmes et les médecins. Et donc, on passe une formation en plus, théorique, plus un stage pratique dans un hôpital qui va devenir généralement notre hôpital de référence. C'est-à-dire que chaque personne qui réalise des IVG en ville doit avoir un hôpital de référence avec lequel communiquer, avec lequel on peut créer un réseau en fait, de soins et avec un contact privilégié pour adresser les patientes si besoin. D'accord. Voilà. Donc tu disais que les sages-femmes pouvaient faire des IVG, Oui. tu as parlé de médecins. Oui. En fait, quand on est enceinte et qu'on ne souhaite pas l'être, Oui. à qui est-ce qu'on peut s'adresser et comment est-ce qu'on trouve ces contacts? Alors, sur Doctolib, en règle générale, il ne faut pas hésiter à taper IVG médicamenteuse, IVG chirurgicale, pour pouvoir avoir accès à quelqu'un de ville qui va pouvoir nous aiguiller. Alors, sage-femme, médecin généraliste, médecin gynécologue, et puis finalement un peu tous les médecins qui souhaitent avoir cette formation complémentaire, même si c'est quand même les trois grandes professions, on va dire, qui font. Et bien sûr aussi, il y a des centres de santé, il y a des centres de planification familiale qui vont pouvoir aussi adresser, et puis les hôpitaux, pas en dernier recours, en recours aussi, qui vont pouvoir proposer des consultations d'IVG, que ce soit médicamenteuse ou chirurgicale. Et en fonction du terme, généralement on fait une échographie, mais je pense qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard, on va pouvoir un peu spécifier quel type de structure va pouvoir accueillir les patientes. Ça marche. Et donc on parlait d'une chose, donc on a travaillé ensemble, donc on a parlé de plein de choses, et j'aimerais bien qu'on arrive à reporter ces heures de parole sur un podcast plus court, on verra. Mais on parlait aussi du fait que des fois tu vas chez ton gynécologue et c'est possible que ce gynécologue ne pratique pas l'IVG. On appelle ça la clause de conscience. Il y a plusieurs raisons de ne pas pratiquer des IVG. Alors effectivement, le fait de ne pas être formé et donc du coup de ne pas être à l'aise. Absolument. Il y a certains praticiens, certaines praticiennes qui ne vont pas forcément être à l'aise parce qu'en manque de connaissances. Après, on réagit tous plus ou moins bien, on va dire, à cette demande quand on n'a pas assez de connaissances, donc la demande d'IVG. Et il y a une deuxième possibilité, c'est la clause de conscience. La clause de conscience qui est finalement une possibilité pour les professionnels de santé de ne pas pratiquer l'IVG pour raisons personnelles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient éthiques, qu'importe. Cette clause de conscience, donc, elle est légale, mais cette clause de conscience ne doit pas empêcher la personne qui vient pour faire une IVG de ne pas avoir accès à l'IVG. C'est-à-dire qu'on peut opposer à la demande d'IVG une clause de conscience en disant « je ne pratique pas, je ne souhaite pas pratiquer ». Néanmoins, on doit réadresser en disant « voilà, moi ne pratiquant pas, vous pouvez vous adresser à tel centre, à tel hôpital, à tel professionnel de santé ». Donc ça, c'est une obligation légale, c'est de rediriger la personne en demande d'une IVG vers un lieu ou une personne qui pourra la pratiquer, qui pourra l'accompagner pour ça en tout cas. C'est super et c'est hyper important de le spécifier parce qu'on a des fois des récits assez durs de femmes qui se sont vues appliquer cette clause de conscience mais de façon moins bienveillante. Voilà. Sans retour et on le voit beaucoup. Alors j'ai la chance, je vais vraiment dire la chance, d'avoir des patientes qui viennent de France mais aussi d'autres pays. Et j'entends vraiment parfois, bien sûr ça existe en France mais aussi dans d'autres pays, notamment l'Italie, avec un taux de clause de conscience qui est très élevé. J'ai pas envie de dire de chiffres pour pas dire de bêtises, mais je vais en dire quand même parce que je pense qu'on est autour des 70%. Et avec des patientes qui se présentent, qui n'ont aucun recours et aucune orientation. Effectivement, en fait, l'Italie, pour replacer, alors je ne vais pas rentrer en détail parce que je n'ai pas exactement les informations, mais je sais que depuis l'élection de Giorgia Meloni, qui est un parti très, 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 très conservateur, pour pas dire plus, en Italie, il y a eu des modifications de la loi sur cette fameuse clause de conscience et qui a fait exploser justement cette clause de conscience et le pourcentage de recours à la clause de conscience, ce qui fait que l'IVG est toujours légal en théorie, mais dans la pratique, ça devient extrêmement compliqué d'y avoir recours. Oui, et puis on pense évidemment à nos consoeurs, j'ai envie de dire, américaines qui se voient même ce droit refusé et même sans partir aussi loin en Pologne où l'IVG est extrêmement cadrée, si j'ose dire cadrée, voire même interdite, à part dans certains cas, si je ne m'abuse, sur le viol notamment.
Ouais, sur le c'est viol, l'inceste, c'est l'inceste, devenu extrêmement, exactement. extrêmement violent depuis l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade. Oh waouh, Ouais, quel accent. Roe versus Wade en 2022, qui était normalement un arrêt qui permettait justement la légalité de l'avortement. C'est Et ça. les États maintenant ont la responsabilité de décider État par État si c'est légal, si ça ne l'est pas et sous quelles conditions. N'oublions jamais que ça n'arrête personne de faire des IVG et que juste le fait d'interdire l'IVG tue les personnes. Augmente les taux de décès et de C'est mortalité. exactement ça. Moi, je viens juste de visionner un documentaire qui a été sorti par France Télé et l'INA Oui. cette année, il y a quelques semaines, à l'occasion des 50 ans de la loi Veil, justement sur la parole de ces femmes qui ont avorté illégalement. C'était il y a 50 ans, donc elles sont pas vieilles. Hein. C'était il y a vraiment pas très longtemps, on a tendance à oublier, mais c'est pas le Moyen-Âge, c'était il y a 50 ans. Donc c'est nos mères, nos grands-mères. Effectivement, la mortalité liée à l'IVG était énorme et on l'entend bien dans ce documentaire. Je vous mettrai ces références-là de toute manière C'est passionnant. en dessous du podcast. C'est hyper important d'écouter ces paroles. Et puisqu'on parle de ça, juste pour faire un petit point, les États-Unis ont perdu ce droit en 2022, la Pologne en 2020, la Hongrie en 2022. L'Italie, on l'a expliqué, c'est un peu plus complexe, c'est pas une interdiction, mais dans les faits, ça devient compliqué d'avorter. Donc ces droits, on a des grands progrès en Amérique latine, je pense au Mexique, à l'Argentine, l'Irlande. Mais on a aussi des reculs dans le monde, donc il ne faut pas penser que ces droits sont acquis et qu'il n'y a plus rien à faire. En France, on a eu une avancée l'année dernière sur l'inscription dans la Constitution de l'IVG, qui a été une grande bataille de plusieurs partis politiques pendant plusieurs années, avec de grandes navettes. Le Sénat refusait, ça repasse à l'Assemblée, etc., etc., avec une adoption d'un texte qui n'a pas satisfait complètement certains réseaux féministes, puisqu'on est sur une liberté d'avorter qui n'implique pas une obligation de moyens, mais ça reste quand même une grande avancée. Il faut rappeler que cette inscription de l'IVG à la Constitution a été très très largement adoptée par les parlementaires, mais qu'il y a quand même des parlementaires qui s'y sont opposés. Je vous avais noté le petit détail parce que je pense que c'est important de rappeler que ces sujets-là restent hautement politiques. On a quand même 72 élus qui ont voté contre. Donc sur 780 votes en faveur, effectivement, ça semble peu, mais c'est important de le noter. 38 sénateurs et 12 députés les Républicains, 11 députés Rassemblement National, 6 députés de l'Union centriste, un sénateur du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants et une députée de Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Donc on a encore, et puis il y a eu 50 abstentions, donc c'est des gens qui refusent de se prononcer, mais il y a encore des personnes qui sont pas super chauds pour que les femmes aient le droit d'avorter en France. Donc c'est important de continuer à se mobiliser. D'autant plus qu'on a ce droit, mais que parfois les moyens en France restent un petit peu compliqués. J'ai lu une étude, et tu me diras toi quel est ton retour de terrain là-dessus, selon laquelle les femmes ont de plus en plus de difficultés à avorter au sein de leur région. La présidente du planning familial parle d'une femme sur 4. J'ai vu d'autres statistiques à plutôt 11% en fonction des sources. Est-ce que toi, dans ton cabinet, tu as des femmes, 17% pardon, selon l'adresse, je viens de retrouver la stat. Est-ce que toi, dans ton cabinet, tu as des femmes qui viennent d'ailleurs ? Ce que tu soulignais sur effectivement l'entrée dans la Constitution et certains réseaux féministes qui se sont soulevés, c'est qu'effectivement, tu disais, c'est pas une obligation de moyens, on n'a pas une obligation à présenter aux femmes une offre de soins assez disponible, assez large pour que n'importe qui puisse accéder à l'IVG. Ça, je le vois tous les jours. Alors moi, je suis dans le 75, donc sur Paris, et je fais environ 300 IVG par an. Et sur les 300 IVG que je réalise par an, je dois avoir au moins la moitié des patientes. Et quand je dis la moitié, j'ai pas fait mes stats, mais sur un ressenti, j'irais même jusqu'à dire peut-être 75% des patientes qui ne viennent pas de Paris. Et en tout, je dois avoir 25% des patientes qui ne viennent pas d'Île-de-France. Okay. C'est-à-dire que j'ai des patientes qui viennent en train, en TER, de loin, pour venir parce qu'elles n'ont pas trouvé. Alors, effectivement, moi j'ai des créneaux d'IVG tous les jours. Je propose une offre de soins quand même assez importante. C'est rare que cette offre ne soit pas remplie par des patientes qui sont demandeuses et pas que sur Paris, comme je te le disais. Ouais. Vraiment, il y a une difficulté d'accès, il y a une population qui n'est pas forcément véhiculée, qui n'a pas forcément accès aux hôpitaux et autres, et même les hôpitaux, en fait, ils sont surchargés, ils sont saturés, il n'y a pas assez de professionnels de santé pour pouvoir accueillir la demande. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a autorisé les sages-femmes, mais aussi les praticiens de ville à pratiquer l'IVG jusqu'à 9 semaines, parce qu'il n'y a pas assez
de personnel médical pour recevoir tout le monde. Donc non, moi je le vois tous les jours, et vraiment sans parler des patientes qui viennent de l'étranger, même juste en France, 75%, 75% qui vient pas de Paris, quoi. Ouais, moi C'est j'avais pas à dans proximité, hein. dans ce rapport de l'adresse, il parlait qu'il y avait de grands déserts médicaux. Oui. Il parlait que notamment en Ardèche, 48% des femmes doivent changer de département. Donc il y a des grandes disparités régionales en Oui. fonction d'où tu vis. Oui. Tu n'as pas accès à l'IVG de la même manière. Oui. Manque de rendez-vous dans les délais légaux dans les établissements publics. Ça, on en a parlé. Le service public de santé, c'est extrêmement compliqué actuellement et ça se détériore d'année en année. Et puis, le planning familial affirme qu'ils ont dû fermer 130 centres d'IVG en 15 ans par manque de moyens, Exactement. qui était quand même une ressource énorme pour les femmes. Donc, Ça rapporte pas de faire de l'IVG. Parce que effectivement, on est coté au forfait, mais en fait, au forfait, on a jusqu'à 4 consultations dans ce forfait-là. Et effectivement, quand tu fais, quand tu regardes un petit peu les chiffres, on perd, je mets des guillemets, mais on perd de l'argent à proposer ce service-là. Alors, je parle pour les libéraux, mais je pense que pour l'hôpital, ça doit être pareil, gestion, l'économie est pas exactement, la gestion économique d'un hôpital, c'est pas exactement la même, mais on revient au même. Finalement, on doit payer quand même des professionnels de santé. Et il n'y a pas de retour sur investissement, si j'ose dire, hein. C'est un dramatique, mais c'est un petit peu comme ça que... Et ça devient de plus en plus la vision santé actuellement. C'est comme ça qu'ils y réfléchissent. Tu n'as pas de retour sur investissement. Donc, du coup, ça n'intéresse pas, on va dire, finalement, les pouvoirs publics. Donc, oui, les libéraux, on propose des IVG, et parfois, ça remplit pas nos poches. Donc, du coup, il y en a moins qui le proposent. C'est dramatique, mais c'est un état de fait. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit. Et donc, du coup, si ça rapporte pas, il y a moins de personnes qui le font, et donc du coup les personnes, les femmes n'ont pas accès à ce droit fondamental, quoi. Et d'un point de vue très pratico-pratique, à l'époque où on s'est connus, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, il y avait aussi une problématique d'approvisionnement de médicaments qui était une conséquence directe de ce qui se passe aux États-Unis, il me semble. C'est l'époque où ils ont restreint l'avortement aux États-Unis et du coup les producteurs de ces médicaments étaient américains. Exactement. Donc on a eu une baisse d'approvisionnement en France. C'est ça. Mais qu'on a récupéré parce que l'Italie elle restreint l'IVG, et donc du coup on a récupéré les pilules abortives de l'Italie. Je me suis retrouvée avec des explications dans les boîtes de médicaments en italien, parce que j'ai récupéré effectivement un médicament sur deux venait d'Italie. Un médicament sur deux venait d'Italie, donc on avait des explications rajoutées en français avec cette fameuse notice d'utilisation qui avait été rajoutée, mais la moitié de mes médicaments venaient d'Italie. Là maintenant j'ai l'impression que ça s'est calmé. Après, comme je fais des commandes, on va dire en gros, pour t'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est un état de fait, et quand, sans parler de bord politique, mais quand de certains bords politiques menaçaient d'arriver au pouvoir et menaçaient de limiter l'IVG, j'avais même fait des commandes en gros. Quand je dis en gros, c'est en grande quantité, pour pouvoir mettre de côté au cas où ça venait à limiter mon accès aux médicaments, quoi. Tout à fait. Puisque cette molécule-là n'est pas fabriquée en France. Il y a certains médicaments qu'on fabrique sur le territoire parce qu'on estime que c'est des priorités absolues de pouvoir se fournir quoi qu'il arrive au niveau médical. Oui. Cette pilule-là n'en fait pas partie. Voilà. Non, mais c'est juste pour noter des petits trucs. C'est un état de fait. Et puis, précisons aussi quelque chose, c'est que les autorisations de dépassement d'honoraires ne s'appliquent pas normalement sur ces médicaments-là. On reparlera tout à l'heure un petit peu de comment va se dérouler une IVG, aussi d'un point de vue pratico-pratique, mais économique. Mais normalement, la pharmacie qui délivre des médicaments aux professionnels de santé, ce n'est pas un médicament qui est accessible à tout le monde, n'a pas le droit de faire de dépassement d'honoraires sur ces médicaments-là, pour que ça soit, encore une fois, accessible au plus grand nombre. C'est plus ou moins respecté, ça, hein. C'est encore un autre débat, mais malheureusement. Mais effectivement, encore une fois, c'est une question de monnaie. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire un médicament si on ne fait pas de marge au final. Parce que les labos sont des labos privés. Tout le monde, voilà, c'est ça. On est sur du privé. Gâteau, quoi. Exactement. Et du coup, au détriment des personnes qui avortent. Et donc, pour revenir là-dessus, pour rappeler un petit peu de comment ça se passe au niveau pratico-pratique, parce que je pense que c'est important et que c'est un grand moment de détresse quand on se rend compte qu'on est enceinte et qu'on ne veut pas l'être. C'est ça, et surtout qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières années, notamment sur le délai de réflexion, des choses comme ça, tout le monde n'est pas au courant. Ouais. Et j'ai envie de dire, même certains professionnels de santé ne sont pas au courant. Donc j'espère que ça va être entendu, pas que par les patientes, mais aussi par les personnes qui ont besoin parfois d'une petite mise à jour. En gros, l'IVG, alors,
L'IVG en France est autorisé jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Si on veut repartir Oui, en expliquons. termes, Les voilà, semaines d'aménorrhée, ça, c'est parce une que galère pour semaine tout le monde. d'aménorrhée, Ça ne semaine parle de qu'aux grossesse. sages-femmes et aux Et gynécos. voilà. Ouais. En gros, les semaines d'aménorrhée, c'est les semaines sans règles. Je mets des énormes guillemets sur semaines sans règles parce qu'encore faudrait-il que tout le monde ait ses règles tous les Exactement, 28 je pense jours. aux femmes qui ont le SOPK, syndrome Entre des ovaires autres. polykystiques, qui n'ont pas des cycles Exactement. réguliers, etc. Et toutes les pathologies qui font que on n'a pas forcément des cycles réguliers sur les personnes qui ont des grossesses sous pilule, par Ouais, exemple aussi. exactement. Périménopause, où ça commence à déconner. Postpartum, plein de Oui, choses. ouais. Bref, en gros, les semaines d'aménorrhée, c'est censé être les semaines sans règles. Donc, si vous voulez un petit peu comprendre, vous rajoutez 2 semaines aux semaines de grossesse. En fait, c'est le monde d'ovulation, quoi. Voilà, Dans les trucs de guide, 28 jours, Exactement. machin, le cycle Donc, parfait qui existe peu. Mais... Partant du postulat que vous allez ovuler 2 semaines après le premier jour de vos règles, on va parler en semaine d'aménorrhée en comptant la grossesse à partir du premier jour de vos dernières règles. Donc ça nous fait 16 semaines d'aménorrhée, et si on réfléchit, en fait c'est plutôt 14 semaines de grossesse autorisées en France. 2 possibilités, après vous avez le droit d'avoir votre IVG par médicament, une prise de médicamenteuse, que je développerai plus tard, et l'aspiration. La voie chirurgicale, c'est là où on a le droit d'aller jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Les médicaments, on va réduire ce délai jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, donc 7 semaines de grossesse. Donc ces 2 possibilités-là s'offrent à vous pour l'IVG. Je vais plutôt parler en premier des médicaments. Qui est toi toi où tu interviens. Où j'interviens, que je peux réaliser en ville, mais qui c'est aussi faisable à l'hôpital, hein, si des personnes préfèrent aller à l'hôpital parce qu'elles se sentent plus en sécurité. Et ensuite, je vous parlerai de l'aspiration. Donc le premier, l'IVG par médicament. L'IVG par médicament, c'est une IVG qu'on peut réaliser à la maison, qui va consister en la prise de 2 comprimés, la mifégine et le misoprostol. Donc la mifepristone et le misoprostol. La mifepristone, c'est un médicament qui va permettre en fait d'arrêter la grossesse, de ramollir le col, où il ne va pas forcément y avoir beaucoup de ressenti autour de tout ça, peut-être un petit peu de fatigue, parfois un petit peu de saignement. Et dans les 36-48 heures aux États-Unis, ils le font même au bout de 24 heures, donc ça va vraiment dépendre des protocoles. On va prendre un second médicament qui va s'appeler donc le misoprostol, et ce misoprostol va mimer en fait l'effet d'une fausse couche. Okay. Le but, c'est de donner des contractions en fait utérines pour pouvoir décoller un petit peu l'intégralité de ce qui peut se trouver dans votre utérus, et avec les contractions permettre l'évacuation. Ça va provoquer des contractions, potentiellement des douleurs qu'on va accompagner avec des antidouleurs au mieux, et ensuite des saignements qui vont durer, qui vont être assez abondants pendant les 24, 48 premières heures, puis ensuite qui vont durer environ 2 semaines, quoi. Okay. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Bien sûr, on est censé vous réexpliquer toutes les étapes pendant le rendez-vous. Pendant le rendez-vous, je vais vous parler un peu des rendez-vous. Généralement, il y en a plusieurs. Vous allez vous présenter la première fois chez un professionnel de santé, quel qu'il soit, encore une fois, sage-femme, médecin, où vous allez formuler votre demande. Et là, plusieurs possibilités. Soit la personne peut recevoir la demande, faire l'échographie, vous faire des prises de sang un petit peu tout en une fois, ou pas. Donc ce premier rendez-vous, on appelle ça le rendez-vous pré-IVG. Donc du coup, pendant le rendez-vous pré-IVG, on va vous demander de faire une prise de sang et une échographie. La prise de sang, elle va pouvoir déterminer le taux de bêta-HCG, donc l'hormone de grossesse. Généralement, on fait une numération formule sanguine, donc pour vérifier si vous n'êtes pas anémié. Et enfin, le groupe sanguin. En deuxième, on va vous faire une échographie. L'échographie, c'est pas pour vous faire écouter quoi que ce soit, ni vous montrer quoi que ce soit. Je le précise parce qu'il y en a malheureusement qui l'obligent, les patients et les patientes, à faire ça. Non. Et c'est donc ça que je te demande, parce que quand on fait échographie, on peut avoir l'appréhension que le praticien veuille nous faire traverser ça. Ouais, alors qu'il y a une raison médicale. Il y a une raison médicale. L'échographie, elle va permettre quoi ? Elle va permettre de dater la grossesse en fonction du calcul du sac ou de l'embryon qu'on peut voir. Et on va aussi vérifier si la grossesse elle est bien à l'intérieur de l'utérus. Il existe des grossesses extra-utérines qui se trouvent en dehors de l'utérus. Qui sont des urgences. Et qui sont pour le coup des urgences absolues, à vous envoyer tout de suite aux urgences pour avoir une prise en charge rapide. Donc on va vous demander en fait de faire une échographie, non pas pour vous mettre une pression ou quoi que ce soit, mais juste pour s'assurer de votre état de santé. C'est vraiment ça. Et de votre sécurité, exactement, pour pouvoir vous adresser là où ça va être nécessaire. Donc une fois que ce rendez-vous pré-IVG avec les premières explications, la prise de sang et l'échographie sont faites, vous allez consulter le ou la praticien qui va vous donner les médicaments.
Là, pendant ce rendez-vous-là, on récupère un petit peu toutes les informations médicales que vous nous apportez et on vous explique tout. On doit tout vous expliquer. On doit vous expliquer quand est-ce que vous prenez les médicaments, comment est-ce que ça va agir sur votre corps, qu'est-ce que vous allez ressentir, au mieux en tout cas, et, et vous planifiez potentiellement une visite de contrôle qui se fait 2-3 semaines plus tard avec une prise de sang, plus ou moins une échographie en fonction de la situation pour s'assurer que vous allez bien. On va parler aussi contraception, parce que une nouvelle grossesse peut survenir finalement très très tôt, dans le mois qui suit l'IVG, hein, le retour du cycle est très rapide, et s'assurer aussi que vous alliez bien. C'est-à-dire que une IVG, c'est pas forcément un moment qui doit être affreux et mal vécu pour tout le monde. Il y en a qui le vivent très bien, et tant mieux. Il y en a qui le vivent moins bien, et nous, on est aussi là pour recueillir cette parole-là et pour pouvoir vous aider à traverser une épreuve qui peut être lourde pour vous. Et justement, tu parles de ce rendez-vous de contrôle. Oui. Est-ce qu'il est dans le protocole de base ou est-ce que c'est toi qui le pratiques ? Non. Dans le forfait dont je parlais tout à l'heure, le rendez-vous de contrôle est inclus. Ok. Donc vous devez, en tout cas, vous devez avoir la possibilité de demander ce rendez-vous de contrôle. Et on ne peut pas vous le refuser. Moi, je demande juste à mes patientes de faire une prise de sang en amont pour pouvoir les accueillir. Moi, je suis échographiste aussi, donc j'ai mon appareil d'échographie qui permet de faire des échographies si nécessaire, mais je demande aux patientes de faire une prise de sang pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Mais toute personne qui me demande un rendez-vous post-IVG sera accueillie, évidemment, avec grand plaisir. Et on parlait de la douleur tout à l'heure. Oui. Tu parlais que toi, tu prescrivais des antidouleurs. Tout à fait. Est-ce que c'est partie du protocole ou est-ce que c'est à la discrétion du médecin ? Je te vois sourire. Parce que je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En fait, c'est à peu près la même chose. Je vais pas comparer d'un point de vue psychologique, je vais comparer d'un point de vue mais purement physio. C'est comparable à une fausse couche. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous allez contracter. Alors, ce n'est pas un accouchement, bien sûr, mais vous allez avoir des douleurs de contraction utérine. Donc, moi, j'avoue que quand on m'a expliqué un petit peu le protocole dans ma formation avec le Revo dont je vais parler tout à l'heure, on m'a dit qu'il faut aider ces personnes à traverser avec des antidouleurs. Après, j'ai eu le retour de mes patients, de mes patientes qui me disaient ça n'a pas forcément été le cas la dernière fois. Et donc, qui se sont trouvés avec des douleurs plus ou moins bien vécues, parfois généralement assez intenses, et sans antalgique. Vous êtes en droit de demander des antalgiques, vous n'avez pas à avoir mal. Je ne vais pas vous dire que ça va être une promenade de santé, on est d'accord. Vous allez avoir des règles qui peuvent être assez douloureuses, hein, finalement, c'est ça que vous allez ressentir, mais vous n'avez pas à rester en boule dans votre salle de bain sur le carrelage à dire « je vais mourir », parce que j'ai certaines patientes qui me parlent de ça quand même. Ben moi, je te pose cette question-là et je voulais qu'on le dise justement parce que j'ai eu beaucoup de retours d'amis qui ont vécu des trucs horribles, quoi, à se vider de leur sang sur le carrelage de la salle de bain en douleur, qui n'avaient aucune explication sur ce qui allait se passer et qui n'ont eu aucun antidouleur pour gérer les contractions utérines. Donc je pense que c'est important de dire qu'on peut le demander. Et en fait, le rapport patient-patiente professionnel de santé, au bout d'un moment, c'est plus un rapport de force. Il faut vraiment l'entendre. Ça, en tout cas, c'est comme... je pense qu'on doit le considérer comme ça. Vous êtes en demande d'une aide médicale. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous ne sommes pas des monstres. En tout cas, on essaye au maximum d'être à l'écoute. Et il n'est pas question qu'on doit de vous laisser avec une angoisse. C'est-à-dire que si vous avez une peur, d'une douleur, d'une réaction, parlez-en. Et si jamais le professionnel ne vous entend pas, changez-en, s'il vous plaît. En face de vous, vous avez des gens qui doivent entendre le fait que vous ayez peur, qui doivent entendre le fait que vous allez avoir mal et qui doivent vous accompagner de façon la plus concrète possible. Donc vraiment, si on vous parle de douleur potentielle et qu'on ne vous donne pas d'antidouleur, demandez-en. S'il vous plaît, prenez soin de vous, c'est important. Amen. Ah oui. Non, mais je trouve qu'il faut le rappeler. Non, mais il faut le souligner. Hein. Faut le souligner. Non, mais c'est hyper et puis important. pareil, les saignements. Oui, effectivement, tu parlais de copines qui se vidaient de leur sang dans la salle de bain. Malheureusement, en fait, vous allez saigner. Ouais. Il faut que vous saigniez. Il faut le savoir qu'on va saigner à ce point-là. Il faut le savoir qu'on va saigner. Parce qu'on peut s'attendre à des grosses règles, quoi. Moi, ce que je donne à mes patientes comme limite, tu vois, de saignement, c'est si vous dépassez 4 serviettes en 2 heures pendant les 48 premières heures. Ça nous fait quand même une serviette remplie par demi-heure. C'est énorme. Il faut savoir que ça peut saigner beaucoup, mais que ça doit s'arrêter.
pas de saigner, mais que ça doit s'arrêter, c'est gros saignements. Ouais. Et surtout, vous allez saigner en caillot. C'est ça qui est très désagréable, c'est que j'ai des patientes qui me disent, j'ai l'impression d'avoir senti la grossesse passer. En fonction du terme auquel vous êtes, vous n'allez pas forcément sentir grand-chose parce que la grossesse, parfois, fait juste quelques millimètres. Par contre, vous pouvez sentir des caillots de sang. Et Oui, des parce que caillots c'est de sang. l'endomètre qui... Exactement. Et je pense les femmes qui ont des règles hémorragiques vont pouvoir identifier ça aussi, ces C'est gros ça. caillots qui s'évacuent d'endomètre. Exactement. Et donc, du coup, on a vraiment ce sang coagulé qui passe à travers le col. Et c'est pas forcément un moment sympa, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il faut entendre qu'il faut pas saigner trop. Il faut entendre qu'il faut pas avoir trop mal. Trop mal, c'est urgence. Saignement trop important, c'est urgence. Urgence gynécologique, si vous pouvez, pour avoir accès à des médecins, des spécialistes. sages-femmes, des gens formés aux pathologies de l'utérus, entre guillemets. Et puis, il faut pas avoir trop de fièvre aussi, hein, des infections, ça existe dans le cadre des IVG. Une fièvre qui dure trop longtemps, j'entends 12 heures de fièvre, allez aux urgences. Les urgences, alors effectivement, je pense qu'il faut aller aux urgences dans des cas précis, mais là, ce sont des cas qui nécessitent une consultation d'urgence, tout à fait. Et j'ai une question très pratico-pratique, Oui. et sûrement très naïve, et j'ai pas l'info, tu vois. Ouais. Les arrêts de travail. Parce que quand tu décris ça, quand même, tu te dis, j'imagine difficilement aller faire ma petite réunion à 9h30 du matin. Oui. Moi, Et quelle est la consigne que vous avez, les pros de santé, par rapport à ça? Alors, je vais parler en tant que sage-femme. Nous, on a des autorisations, tu sais, qui sont assez limitées Ouais. dans notre pratique. Notre autorisation sur les arrêts de travail pour IVG, c'est 4 jours, Ok. renouvelable une fois. Ok. Sachant que les 3 premiers jours, c'est pour ta pomme parce que C'est tu as un délai de pour carence. ta pomme. Exactement. Non, mais Non, mais il faut j'entends pas, oui, il faut le souligner. dire. Oh là, il faut souligner ça. Donc, en plus, c'est vraiment, on fait des arrêts de travail. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est un arrêt de confort. Ça m'éclate. Ah ouais. Les arrêts de confort, oui, vous n'êtes pas payé et vous restez chez vous avec des Des douleurs. contractions et des Voilà, saignements, c'est vraiment c'est très du agréable. confort. Non, nous, on a cette autorisation-là. Donc, je pense que les médecins qui ont beaucoup plus d'autorisation sur les arrêts de travail l'ont aussi, évidemment. On a le droit de prescrire un arrêt. Pareil, demandez-le. J'ai des patientes, beaucoup, qui me demandent un report de la prise de médicaments pour que ça corresponde à leur week-end. C'est complètement OK aussi, Ouais. hein. Chacun fait Dans les délais, il n'y a pas de problème. strictement, exactement. Chacun fait strictement ce qu'il veut. N'hésitez pas à demander, même a posteriori. Moi, ça m'arrive d'avoir des patientes qui me passent un petit coup de fil et qui me disaient, bah, en fait, finalement, je vais peut-être prendre aujourd'hui, hein, puis peut-être demain. Je dis oui, bien sûr, on Allez-y. s'envoie un arrêt de travail, on s'organise, mais il faut que vous preniez soin de vous parce que finalement, votre santé, ça compte. Hein, Ouais. voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est très simple à dire, parfois très difficile à faire, hein, j'en ai bien conscience, mais vraiment, prenez soin de vous dans des moments comme ça. Sous-estimez pas Ne l'aspect jouez physique, pas, quoi. non, ne jouez pas au warrior, en fait, c'est déjà warrior de passer à travers tout ça. Mais encore faut-il que le pro de santé puisse sensibiliser à ce qui va se passer et qu'on sache ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pas on prend le cachet, on va bosser. Exactement, en fait. Parce que là, ça peut être très très mal vécu. Et ça peut être affreux parce que y a un autre truc aussi que je voudrais souligner, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'être dans un couple stable, avec des parents très compréhensifs et avec un cercle d'amis qui soutient. Si on peut en avoir un de ces trois, ce serait super top d'avoir accès à avoir quelqu'un à côté de soi qui peut être là en backup, en soutien, pour dire, bah, au fait, je suis là et puis on va passer à travers ce moment ensemble. Ça peut être n'importe qui, on s'en fiche. Ça peut être sa petite sœur, sa grand frère, son grand frère, sa grande sœur, des amis, son mec ou sa meuf. Bref, il faut avoir quelqu'un avec soi. C'est mieux. Si on peut pas, et qu'on a peur de le faire seul, eh ben en fait, on va à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital aussi, on peut faire le médicament, on n'en a pas parlé, mais l'hôpital propose, peut-être pas beaucoup de place, encore une fois, mais peut proposer d'avoir une prise du second comprimé dans leurs locaux avec des infirmiers, des infirmières, des médecins qui sont là pour soutenir et pour pouvoir accompagner à travers la douleur, mais aussi à travers l'aspect Une présence psychologique. physique, ouais. Ouais, une présence physique, quoi. C'est hyper important. Mais tu vois, par Oui. exemple, je savais pas. Ouais. Alors, pourtant, je travaille dans le secteur mais Eh je ben ne oui. savais pas. Ben, on est là pour ça. Non, mais c'est trop intéressant. Ouais. Et pareil aussi cette question de est-ce que plus tu retardes la prise de médicaments dans ta grossesse, est-ce que plus les contractions vont être intenses? Les contractions, je vais botter en touche. Pourquoi Ok. je vais botter en touche? Parce que j'avais des idées très définies là-dessus à la base. Ouais, Et j'ai des patientes qui m'ont complètement parlé d'autre chose. ok. Tu vois? Je te demande parce que du coup, Ouais. tu vois, moi, si je devais avoir recours à l'IVG, est-ce que je me pose la question d'aller plutôt faire par aspiration ou par comprimé? Parce que je me dis, bah là, je suis à 9 semaines, donc ça va être plus douloureux.
Alors ouais, en gros, je vais botter en touche sur la douleur, mais je vais Oui. parler de Bah, choses. après, c'est vrai que la douleur est très personnelle, hein. Voilà, la douleur est très personnelle, c'est-à-dire que j'ai des patientes qui ont une endométriose qui est cognée, par exemple, qui, qui ont fait des IVG à 8 semaines d'aménorrhée et 3 jours et qui sont revenues au CAB en disant non, franchement, ça va. Oui, par rapport à l'endo, c'est Par pas la même rapport à chose. l'endo, on est pas mal. Et puis j'ai des patientes qui, aussi ont l'endo d'ailleurs, et qui sont revenues en disant mais c'était C'est un terrible. grand moment d'horreur, quoi. Ouais. Donc vraiment, je pense qu'il faut savoir écouter son corps et savoir un petit peu ressentir ce qu'on a dans les tripes, tu vois, Ouais. là-dessus, sur la douleur. On donne 2 fois plus de comprimés passé cette semaine d'aménorrhée D'accord. pour aider l'utérus à bien se contracter et donc du coup pouvoir plus, finalement, évacuer ce qu'on a ouais. besoin d'évacuer. Là où je propose plus facilement peut-être un recours à l'IVG chirurgicale pour des patientes, c'est vraiment passer cette semaine, entre 7 et 9 semaines d'aménorrhée, en première partie. Donc avant cette semaine d'aménorrhée, on est plutôt sur un sac gestationnel ou vraiment un embryon qui va faire quelques millimètres. Ça se développe très vite entre 7 et 9. Et comme ça se développe très vite entre 7 et 9, les ressentis et potentiellement ce qu'on peut Le voir. visuel, c'est ce que c'est dont j'allais te parler. Exactement. Ce qu'on peut voir, c'est pas la même chose. Alors, n'allez pas sur les sites, surtout anti-IVG, pour regarder ce qu'on va Oui, voir. alors ça, c'est un sujet peut-être dont on va parler un Ouais, petit peu. je pense qu'il faut souligner, ouais. Ça s'appelle le délit d'entrave. Il y a des sites et des militants qui s'appellent des militants pro-vie, Voilà. ce qui n'a rien à voir avec pro-vie, c'est des militants anti-droit des femmes à Ouais, disposer de leur corps, Anti-IVG, ouais, bien sûr. qui ont des moyens économiques démesurés. Énorme. C'est absolument incroyable. Énorme. Au point de financer des campagnes sur tous les Vélib de Paris, Oui. d'avoir des sites internet qui ont l'air de sites officiels et qui sont extrêmement bien référencés sur Google, qui donnent de fausses informations, des numéros d'écoute qui ne sont pas des vrais numéros d'écoute et qui dissuadent les femmes d'avorter en inventant des bébés complètement en vie à 3 semaines de grossesse, etc., pour culpabiliser les femmes. Donc attention de où vous prenez vos informations sur Internet. Je mettrai des références en lien C'est ce que j'allais te demander. du podcast, voilà, de sites officiels. Il faut rappeler que ça s'appelle un délit d'entrave pour une raison, c'est-à-dire que c'est puni par la loi, que ce soit des fausses informations ou d'empêcher des gens d'accéder à l'IVG. Là, en Italie, je crois qu'ils ont autorisé le fait qu'il y ait des militants pro-vie dans les centres d'avortement pour dissuader les femmes. Donc c'est quand même un délire, ils viennent de passer une étape en Italie. Le délit d'entrave, c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende en France. Donc c'est quelque chose de grave, Oui. mais qui malheureusement continue à sévir et c'est un enfer. Donc effectivement, n'allez pas regarder les informations n'importe où parce que vous allez pouvoir avoir des choses choquantes Oui. qui vont potentiellement vous traumatiser et c'est un choix qui ne reste que le vôtre. Donc restez sur des informations fiables auprès de pros de santé et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on fait ce podcast aussi. Sans tabou, on dit exactement ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir, on parle vraiment concrètement pour que vous n'ayez pas à aller chercher ces informations par ailleurs. Évidemment, éduquez-vous, allez voir d'autres choses si vous êtes curieuse, mais de sources fiables, s'il vous plaît. C'est clair, c'est hyper important. On s'imagine d'avoir quelque chose de hyper formé, une tête, de bras, de jambes à 5 semaines d'aménorrhée. Non, hein, non, On cinq évacue de semaines, l'endomètre non. et des caillots, quoi. Exactement, et si vous voyez un sac, vous voyez un petit peu du blanc d'œuf coagulé avec des petits caillots et des petits vaisseaux à l'intérieur, c'est tout. Entre 7 et 9, là par contre, il se peut que vous voyez quelque chose d'un peu plus dessiné peut-être. C'est là où, en tout cas l'embryon, on en est là encore, se développe beaucoup plus rapidement. Et là, ça va être à votre discrétion, à la manière que vous avez de voir les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus. On a l'impression que c'est affreux, l'aspiration. Non, c'est bien fait maintenant. Voilà, et ça c'est se passe comment en fait? Ça se passe comment Parce alors que tu dis aspiration, on a l'impression que quelqu'un qui vient avec un Dyson. Ouais, on est sur le terme est hyper c'est choquant. hyper impressionnant. Et en plus, ça se fait à l'hôpital. Et l'hôpital, ça fait toujours un petit peu peur. Ouais. Hein, ces grands couloirs blancs, aseptisés, avec tous ces gens en blouse, ça peut être très très impressionnant. Généralement, sachez que vous allez aller dans un lieu dédié à l'IVG. C'est-à-dire que vous allez aller dans un lieu où l'IVG est plus qu'accepté, puisque c'est un peu notre boulot. On va avoir 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous, si vous l'avez fait à l'extérieur, vous aurez quand même un premier rendez-vous à l'hôpital où on va tout vous expliquer. Possibilité de faire une prise de sang, possibilité de faire une échographie, et on va vous expliquer toute la procédure, comment ça va se passer. Et on va planifier le rendez-vous. Le rendez-vous pour l'aspiration. L'aspiration qui peut être faite soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Encore une fois, en fonction de votre terme, mais aussi de votre ressenti, et surtout de votre ressenti.
Et on va donc procéder du coup à l'IVG chirurgicale dans ce deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, il se passe à l'hôpital. Vous êtes convoqué, on va dépendre des protocoles, on va dire vers 8-9 heures du matin. On fait une perfusion, on vous explique un petit peu comment ça va se passer. On est parti au bloc opératoire. Alors, bloc opératoire, pareil, on n'est pas dans Grey's Anatomy. Imaginez pas un truc énorme, c'est ce qu'on appelle des salles blanches et des petites salles où il n'y a pas beaucoup de professionnels, généralement anesthésistes si vous êtes sous anesthésie générale, voire même juste entre nous, infirmières, sages-femmes, médecins, si vous voulez faire sous anesthésie locale. On va vous faire des petites piqûres un petit peu comme le dentiste dans le col, ok. Et général, on vous fait faire dodo. On vous installe en position gynécologique et en fait, on va passer une sonde dans votre col. On va essayer de dilater, vous ouvrir un petit peu et on va passer une sonde qui va être une sonde d'aspiration. Donc imaginez un long tuyau fin qu'on passe dans le col. Il n'y a pas d'ouverture, on ne vous ouvre pas. Le but, c'est juste de passer à travers le col et de venir aspirer l'intégralité du contenu utérin. Et le tuyau, pour donner une idée, c'est pas 3 cm, quoi. Imaginez pas grand-chose. Imaginez votre petit doigt, peut-être un peu plus large, ça va dépendre en fait du terme auquel vous êtes. Ok. Je vais pas parler des 14-16 semaines d'aménorrhée qui sont pour le coup beaucoup plus loin, mais on va avoir un tube qui va être... Imaginez pas un tronc d'arbre, quoi, largement pas. Non, mais c'est pour ça, non, il mais faut bien dire sûr. le truc clairement, parce que tant C'est qu'à clair. faire, autant répondre à toutes les questions possibles. Exactement. Non, mais ça va, encore une fois, ça va dépendre du col et ça va dépendre de ce qu'on a vu à l'échographie pour pouvoir aspirer sans rien laisser à l'intérieur. 99% d'efficacité quand même l'aspiration. Ouais. Voilà. Et ça me fait penser, avant que l'IVG soit légale, il me semble que ça a été développé, cette technique-là, avec des pompes à vélo, non? Oui, pompe à vélo, il y en a qui allaient chercher au cintre, bien sûr, Ouais, pour ça, passer à c'est travers le encore col. autre On chose. connaissait, mais on entend parler de ça comme si c'était... c'est un peu un mythe, mais c'était pas un mythe, quoi. Non, C'était ouais. vraiment... Non, et du coup, la pompe à vélo était la révolution parce qu'il y avait beaucoup moins de risques que ouais. d'y aller au cintre et de... Voilà. Mais donc, imaginez une aspiration comme quelque chose qui va vider votre utérus, quoi. Ouais. Donc, on va venir aller chercher un petit peu tout ce qu'il y a pour faire en sorte que vous saignez plus. Par rapport à l'IVG médicamenteuse, il y a beaucoup moins de saignements après. Ouais. Il y a beaucoup moins de saignements une fois que vous savez... Puisque tout a été nettoyé. Exactement. Une fois que c'est terminé, on vous remet dans une chambre. On est rentré, on se rappelle, vers 8-9 heures. Ouais. Vous allez sortir vers 15 heures environ. Donc, t'es en ambulatoire, tu rentres chez toi le jour même. Ouais, tu rentres chez toi et puis en fait, t'es tranquille. En tout cas, si t'es bien accompagné ou que tu te sens bien à l'aise, oui, tu peux potentiellement aller retourner travailler le lendemain. Bon, Niveau après, douleur, du coup, t'as pas les contractions de la même non, manière. beaucoup moins. T'en as quand même un petit peu, mais généralement, elle passe sous paracétamol. Ok. Nous, on va plutôt pas donner paracétamol en TADIS, des AINS, si tu n'es pas allergique, pour que tu puisses retourner à ta vie normale beaucoup plus rapidement. Et puis les saignements, on est plus sur des spottings, sur des fins de règles, que sur des gros saignements. L'endomètre a été pris par aspiration. Exactement. Donc, t'as le col qui peut un petit peu... Alors, t'as le col qui peut saignoter, puis après, dans tous les cas, pareil, l'endomètre, on a essayé de récupérer au maximum, il peut y avoir restait des des petits petites choses. saignements, c'est Ok. pour ça qu'on peut avoir des petits saignements, mais qui n'ont rien à voir avec l'IVG par médicament. D'accord. Ouais. Et t'as pareil, rendez-vous de contrôle, etc. de la même manière? Ou vu que c'est l'hôpital, du coup... Le c'est contrôle, plus il est compliqué. fait tout de suite. Ouais, bah oui, du coup, ouais, donc du coup, t'as peut-être un peu moins de suivi Voilà. Ou alors, humain. Et médical, Ils nous l'envoient en ville, ils nous envoient les patientes en Ok. ville, histoire qu'il y ait une reprise de la contraception. Si vous posez un stérilet, on peut le poser d'ailleurs pendant l'aspiration. Trop bien. Donc ça, c'est Donc du super coup, cool. t'es anesthésié, t'as pas de pratique de des douleurs. Après, je sais qu'il y a des gens qui posent merveilleusement bien les stérilet. J'ai vu des patientes sortir de ton cabinet avec le sourire, j'étais hallucinée. Oh mais là là. mais moi qui ai eu un stérilet, je sais que les pauses peuvent être extrêmement douloureuses en fonction des praticiens. Et donc c'est quand même chouette de se dire que ça peut être fait. Ouais, ça peut être fait en même temps. Et puis dans tous les cas, ils essayent au maximum aussi de mettre une contraception en place. Mais manque de temps, manque de moyens, manque de personnel. Donc du coup, les rendez-vous de contrôle peuvent pas forcément être faits à l'hôpital. Ils font dans tous les cas une échographie post-intervention pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Et puis pour des rendez-vous de contrôle, parfois ils nous réadressent les patientes en ville pour qu'on puisse faire la suite, quoi, et la reprise de la vie gynécologique. Ouais. Tu parlais d'être accompagné tout à l'heure. Ouais. Je me demandais, quand tu as les gens qui viennent faire les rendez-vous avec toi, quel pourcentage de personnes qui sont accompagnées par leur conjoint? J'ai quand même pas mal de gens. Je dois avoir une personne sur deux qui est accompagnée, pas forcément conjoint, ami, sœur, Ouais. c'est généralement ça, faut pas se mentir. Oui, non, mais c'est pour ça, c'était la question ouais, sous-entendue ouais, quand même un ouais. petit peu. À quel point est-ce que les hommes
parce que quand c'est des grossesses, forcément, il y a un spermatozoïde qui vient de quelque part. Quelque part, ouais. À quel point est-ce qu'ils sont impliqués dans tout ça? Parce qu'effectivement, le corps de la femme est celui qui vit ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un soutien? Et est-ce que toi, tu as vu des bonnes pratiques d'accompagnement qui pourraient inspirer Oui. des demandes de la part des femmes qui écoutent, de dire j'ai entendu qu'il y a des hommes qui ont fait ça et c'était bien. Mais tu sais que moi je fais des prescriptions aux accompagnants. C'est vrai? Ouais. Tu prescris quoi? Je prescris la présence et l'écoute active. Je prescris des plaids et des bouillottes. Ouais. Je prescris des toilettes à disposition et du non-jugement dans la douleur et dans le ressenti des patients, parce que ça peut être un petit peu yo-yo. Je prescris surtout en fait 24 heures de petits soins. Ouais. Quel que soit le petit soin entendu. Alors, j'ai un conjoint qui était très mimes, là, il n'y a pas longtemps, à qui j'ai dit, mais les massages des pieds, ça fonctionne. Et il m'a dit, mais j'ai fait ça tous les jours, et je pense que c'est une bonne idée, tu vois. En fait, il faut que la personne qui fait l'IVG se sente le mieux possible. Quand je dis le mieux possible, c'est-à-dire que si c'est de se vautrer sur son canapé pendant 24 heures et de regarder Netflix, bah... Accompagner-la à Netflix, go, en fait, go. Et à ce moment-là, peut-être aller chercher des petits trucs à grignoter. Vous pouvez manger, vous pouvez boire ce que vous voulez pendant l'IVG. Ouais. Donc, allez-y, profitez-en, Oui, quoi. non, mais oui. Je ne pourrais jamais recommander, et je le souligne, ne prenez pas de drogue, surtout pendant une IVG, ça peut potentialiser les douleurs. Mais par contre, non, mais c'est vrai, L'alcool aussi. l'alcool, j'imagine. ça potentialise les nausées, Ouais. parce qu'on reste enceinte. Mais par contre, effectivement, une présence là. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent ne pas être accompagnées pour pas être vues dans un état de détresse. Pas de problème, soyez dans la pièce à côté. Ouais. Organisez-vous un petit apéro tout seul dans votre cuisine à ce moment-là. Oui, Mais d'être à juste côté, quoi. soyez là, soyez dans la pièce, soyez dans la pièce à côté, soyez dans l'appart à côté, je ne sais pas, soyez au bout du fil, soyez là pour que la personne qui fasse l'IVG soit en confiance et se sente soutenue dans des moments comme ça, surtout que ça peut faire peur en fait de saigner. Ça peut faire peur de saigner, ça peut faire peur de saigner beaucoup, ça fait peur d'avoir mal et d'être seul chez soi. Alors avoir quelqu'un juste, même si c'est qu'au bout du fil parce que vous travaillez, parce qu'en fait c'est une réalité, il n'y a pas d'arrêt pour les accompagnants. Ouais. Donc si juste vous pouvez être là, même au bout du fil, j'allais dire en Skype, je suis tellement vieille. C'est un peu Ouais. en FaceTime En peut-être. FaceTime, peut-être, c'est pas Les jeunes, je pense qu'ils FaceTime. FaceTime. Soyez en FaceTime, je sais Peut-être pas. même plus, on se trouve c'est autre Je ne chose. sais depuis. pas, on est Peut-être voilà. en Snap, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous avons passé les 30 ans, nous ne sommes plus à jour. Mais en tout cas, soyez au bout du fil au minimum pour... Au Minitel. Minitel, ouais, c'est ça, autour de 3310 ou je sais pas, toutes ces bêtises. Mais soyez présents juste autour de la personne en question, quoi. Et psychologiquement, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect très mécanique, Ouais. le vécu psychologique, il est extrêmement variable, parce que ça dépend des raisons pour lesquelles on avorte, de comment on appréhende ça, Ouais. voilà. Est-ce que tu as l'impression que l'accompagnement... Alors j'imagine qu'il n'y a pas de j'ai pas vu d'études et de statistiques Non. là-dessus, parce qu'il faudrait qu'on fasse des recherches là-dessus et il faut faudrait- des budgets pour le faire. Il faudrait libérer la parole autour de l'IVG. Déjà, moi je sais que j'ai découvert que j'ai des amis qui avaient avorté très tard. Ouais. Très très tard. Ouais. Et j'ai un peu halluciné en fait, parce que j'ai l'impression que personne n'avait avorté autour de moi. Et en fait, Une sur trois. une sur trois, donc statistiquement c'est obligé. Voilà. Mais j'ai découvert vraiment tard, donc, Mm. mais avec une espèce de naïveté, tu vois, de me dire, Ouais. voilà. En fait, il y a beaucoup de préjugés autour de l'avortement, qui du coup créent une espèce de honte et de culpabilité quand ça arrive, parce qu'on Mhm. imagine que celles qui avortent, c'est que elles sont pas bien protégées, qu'elles ont fait n'importe quoi, qu'elles sont de petites vertus, t'as Oui, les c'est trucs à l'ancienne, Regarde, tu on sais, adore. des femmes de petites vertus. Oui, c'est Enfin, il y a ça. beaucoup de choses. Et Ouais. moi, je voulais rappeler, je suis tombée sur une stat, je pense, qui est intéressante, qui vient de l'IGAS. Ne me demandez pas ce que veut dire l'acronyme IGAS, je ne sais plus, de 2010, donc elle date un peu. 72% des IVG sont réalisés sur des femmes qui étaient sous contraception. Ça persiste. C'est toujours ça, Ça persiste. Ouais, on est dans les 60-70 en fonction des études, on va rester autour de 70% quand même. Donc c'est hyper intéressant à rappeler, Oui. de se dire la contraception n'est pas fiable à 100%. Sachant que la contraception naturelle n'est pas considérée comme une contraception pour eux. Tu parles, alors contraception naturelle, c'est pas, il y a plein de choses. Tu parles Ouais. de symptothermie. Par exemple. Ok. Parce Ouais. que entre le retrait et la sympto, c'est pas les mêmes Oui. taux de réussite. de quoi. réussite, Ouais. tout à fait. Mais par exemple, la symptothermie n'est pas considérée comme une contraception selon certaines études. Ouais. Donc, ils m'ont parlé vraiment d'études avec des contraceptions
pilules, préservatifs, Stérilet, implants et autres contraceptions qu'on peut entendre de façon très mécanique. Spermicide, Exactement, les choses où il y a un peu plus d'études. Et d'ailleurs, il y a des tableaux de taux de réussite effective si vous voulez choisir vos moyens de contraception et que vous n'êtes pas bien aiguillé sur le sujet par vos pros. Alors, il y a un site internet qui est extraordinaire qui peut aider à la contraception qui s'appelle questionnaire.choisirsacontraception.fr qui est topissime, où on va vous poser des questions sur votre vie, votre manière de vivre, votre manière de penser la contraception et qui vont vous présenter un peu les moyens de contraception à la fin en disant bah ça pourrait vous convenir parce que vous avez donné telle réponse, ça peut-être un peu moins parce que vous avez donné telle réponse et déjà vous arrivez armé à votre rendez-vous où vous voulez discuter contraception parce que vous avez pas mal d'infos. Oui, parce qu'en plus il y a des fois des choses toutes bêtes, je pense à la pilule. Tu prends ta pilule à 20h, tu te cuites, tu vomis à 23h. Ta pilule, elle n'a pas marché. Et ça, personne n'y pense forcément. Ou une diarrhée, un curry qui passe pas. Ouais, le fameux curry. Non, mais c'est des choses où du coup, on culpabilise les femmes, mais en fait, c'est la vie, quoi. On peut pas, on n'est pas des robots. Non. Le corps n'est pas une machine infaillible. Et puis, ça peut aussi échouer juste alors que vous la prenez religieusement. Et il y a des femmes qui tombent enceintes sous stérile en cuivre, qui a un taux de réussite à 99%, il me semble, si je dis pas de bêtises. 99,6 ou 98,6. Un truc énorme, quoi. C'est pas mal, ouais. Et il y a des femmes qui tombent enceintes sous stérilet plusieurs fois. Oui. Il y a des femmes qui sont hyper fertiles. Voilà. Ben non, mais dans tous les cas, on peut même vous prenez votre pilule religieusement, vous pouvez tomber sur. Et puis en fait, ça se trouve, si vous voulez pas de contraception pour les raisons qui sont les vôtres et vous connaissez les risques et vous tombez enceinte, et ben en fait ça existe. Et vous avez le droit, et pareil, sans être culpabilisé. Non, ça arrive. C'est ok. Juste, en fait, toute décision à partir du moment où elle est vraiment éclairée, bah c'est votre vie, c'est votre corps, faites ce que vous voulez. Si vous faites une IVG, bah, vous faites une IVG, et puis en fait, on est là pour ça aussi. Voilà, faut connaître les risques. Alors, on parlait de la fertilité, parce qu'il y a ça aussi. On parle beaucoup de la première question, je pense, des patients qui viennent dans mon cabinet, c'est « Je fais une IVG, ma fertilité, c'est comment ?» Parce que ça fait hyper peur. Ouais. Ça fait hyper peur, je vais faire une IVG, je ne vais plus pouvoir avoir d'enfants. Non. Mais ça, c'est ce qu'on a hérité toutes ces années d'IVG illégales où on abîmait pour le coup. Où là, on abîmait. Alors, une IVG, ça peut abîmer. Mais les dernières études ont dit que c'est à partir de 4 IVG, alors que ce soit par médicament aussi, médicament ou aspiration, à partir de 4 IVG, on peut avoir des synéchies, des petites cicatrices au niveau de l'utérus qui peuvent diminuer la fertilité. Diminuer la fertilité, calmons-nous. Ça veut pas dire stérile. Ça veut pas dire infertile, ça veut pas dire stérile, ça veut pas dire c'est beurré pour vous, vous n'aurez pas de grossesse si vous le souhaitez, quoi. Non, il peut y avoir une fertilité qui peut légèrement, et je dis vraiment légèrement diminuer si vous faites des IVG à répétition, parce qu'il y a un moment où ça va provoquer des petites synéchies, donc des petites cicatrices dans votre utérus qui diminuent la chance d'implantation. Ouais. Mais enfin, si vous en êtes à 4 IVG, vous avez une fertilité qui fonctionne de toute évidence. Donc, a priori, en tout cas. Et dans ces grandes causes d'IVG que j'ai pu retrouver qui étaient recensées, tu me diras toi ton vécu et ton ressenti terrain, je trouve ça intéressant de comparer. Il y avait aussi l'absence de contraception, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un coût économique la contraception, qui est souvent à la charge de la femme. Or, il y en a quelques-unes qui sont prescrites, remboursées, etc. Mais sur la totalité, il y en a quand même pas mal qui coûtent de l'argent. Complètement. Et puis aussi le choix de ne pas en vouloir, tout simplement, et c'est un choix et on doit le respecter. Difficultés socio-économiques. Des problématiques médicales aussi, il y a des IVG qui sont pratiquées pour des problématiques médicales. Et puis il y a aussi des grossesses consécutives à des violences subies, qu'elles soient conjugales ou en dehors de la famille, mais souvent conjugales. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu. Mais tu sais que je pose systématiquement la question des violences à mes patients, mes patientes qui viennent au CAB, en leur disant de façon très très systématique, tu vois, est-ce que vous avez déjà été victime de violences, qu'elles soient physiques, verbales, conjugales et autres. Et pour la grande majorité, j'ai un non définitif, très franc et très... Et puis après, je continue ma consultation et donc du coup, cette grossesse, elle est survenue dans quel contexte. Et puis là, de temps en temps, pas tout le temps, mais quand même au moins une fois par semaine, parce qu'il n'a pas voulu mettre de préservatif. Puis de toute façon, c'est comme ça, puisqu'en fait on est ensemble, donc j'allais pas dire non. Ça s'appelle un viol conjugal en fait. Voilà, on va souligner, on va le dire et on va l'exprimer très clairement. Si vous avez des rapports avec quelqu'un sous la contrainte, même si c'est votre conjoint, votre conjointe, n'importe quelle personne, ça s'appelle un viol. Vous n'avez pas
à avoir des rapports, si vous ne le souhaitez pas en fait. Et la contrainte, c'est de la pression, c'est qu'il boude et qu'il fasse la gueule parce que on a refusé. C'est de la négociation. C'est de la négociation, c'est de la culpabilisation, c'est de la menace d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est de la pression. C'est le refus de mettre un préservatif. Oui. Voilà, tout ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est pas forcément identifié comme tel. Oui. Mais en consultation, c'est quelque chose qui ressort souvent, et il y a pas mal de grossesses non désirées qui sont... Qui sont consécutives à ça, sur, je pense beaucoup au retour de couche. Ouais. Tu sais, les patientes qui ont accouché il y a quelques semaines, quelques mois, et qui, en fait, qui doivent reprendre, et ce terme m'arrache la bouche, le devoir conjugal, tu sais, il faudrait pas que l'homme soit délaissé, hein, donc il faudrait certainement pas refuser un rapport. Non, ça c'est non, soyez, j'aime pas ces injonctions, essayez au maximum, voilà, c'est ça, on fait comme on peut, juste essayez d'être au maximum, d'être proche de votre désir, et surtout le consentement, c'est important, on en entend beaucoup parler, mais le consentement c'est important, votre corps est votre corps, et en fait, si il peut pas se la caler sur l'oreille au bout d'un moment, non, je suis désolée, c'est très imagé, il survivra. Oui, il survivra, et puis il a une main droite, une main gauche, hein, il va pouvoir se contenter de lui-même, vous n'avez pas à avoir un rapport si vous ne le souhaitez pas. Et dans des conditions qui ne vous conviennent pas. Exactement. C'était un point qu'il fallait aborder quand même. Il fallait le souligner. Parce qu'il n'y a pas de statistiques essentiel sur le sujet, mais je sais que tu m'en avais parlé. Ouais. Moi, je travaille quand même pas mal avec des femmes victimes de violences, donc c'est aussi un sujet qui revient beaucoup. Bien et sûr. je pense que c'est important de le poser quand même, et que Ouais. ça fait jamais de mal de faire un petit rappel. Mais tu sais, on entend beaucoup sur les... J'ai eu des repas de Noël où on en a parlé avec... C'est chiant de les repas de Noël avec des gens comme nous. On est insupportable. Mais je dirais que tu sais, on en parle, et puis même avec les potes, avec... Tu sais, c'est vraiment le ouais, mais tu sais, on parle des victimes de viol, mais il n'y en a pas tant que ça. Bah non, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a énormément en fait. Ouais. Parce que le viol, encore faudrait-il qu'il soit identifié. Tu vois, qu'on en parle de façon honnête. C'est-à-dire que non, on n'est pas forcément dans une ruelle sombre Non. en mini-jupe, parce que tu sais, il fallait que la femme soit en mini-jupe pour qu'elle soit fautive. Et Hein, ivre. et ivre qu'est-ce. Non, en fait, le viol, ça Très peut souvent, ça dans peut le être couple. aussi à la maison, en fait. Ça peut être à la maison. Mais tu sais, là, je viens de me refaire l'intégrale des Desperate Housewives. Ouais. Promis un rapport. J'ai pas Je fallais dévié le dans dire. le podcast. C'est d'un pas coup. vrai, Et alors. donc finalement... Non, mais en fait, j'ai halluciné parce que je le regardais ado. Ouais. Et j'adorais Desperate Housewives, mais vraiment, Ah, j'avais eu le coffret DVD à Noël, j'étais comme une dingue et tout. Et là, de le regarder maintenant, avec mes yeux de femme de 35 ans, après la vague MeToo et tout, C'est un enfer. le nombre de fois où en fait elles se font violenter et violer par leur conjoint dans le truc, ou qu'elles se forcent à avoir des rapports pour ta. Et je me dis, mais avec quel modèle on a grandi? Donc évidemment qu'on se rend pas forcément compte de ce qui dysfonctionne. C'est un peu dur hein, de changer ses lunettes et de voir Bien les sûr. choses parce que du coup c'est violent. Mais c'est aussi notre rôle de sensibiliser à ça Ouais. et de faire prendre conscience parce qu'on a expliqué concrètement ce qui se passait physiquement lors d'une IVG. C'est quand même la femme qui subit tout ça derrière. Et donc, pour le plaisir de monsieur et sa satisfaction, d'éprouver toutes ces choses-là. Et en plus, ces messieurs-là viennent rarement au rendez-vous de suivi. Et c'est quand même... Ça vaut le coup d'en parler, quoi. Ouais, puis pour tous les pros, alors je veux dire, je suis pas une experte dans les violences, mais je préfère quand même le souligner parce que pour en avoir beaucoup, en fait, des femmes victimes de violences dans mon CAB et des personnes victimes de violences dans le CAB, je pense qu'ils et elles le savent, mais je préfère quand même le souligner. Vous laissez pas berner par les conjoints trop présents et trop volontaires, parce qu'il y en a beaucoup aussi hein, Ouais. qui viennent et puis en fait qui s'asseyent et qui parlent à la place de leur conjointe, et ça m'insupporte, et je les fais sortir beaucoup parce qu'en fait au bout d'un moment il faut laisser la place et la parole aux femmes, parce qu'elles savent beaucoup nous dire ce qu'elles ressentent. Il faut juste leur laisser l'espace, tu vois. Donc moi c'est vrai que j'ai des consultations d'une demi-heure, tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça, mais laissons la parole aux femmes. Tout à l'heure tu parlais du fait que la société nous imposait d'être malheureuse et malheureux pour une IVG. J'ai beaucoup de patientes, la totalité, franchement, qui arrivent dans mon cabinet, qui s'asseyent honteuses de venir. Et je leur demande toujours, vous venez pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, j'ai une grossesse et puis en fait, je préférerais pas la garder. Et elles te disent ça de cette manière-là, en baissant les yeux, tu sais. Puis le conditionnel. Vraiment. Je préférerais de s'excuser de... Je suis désolée de... Je dis, au moins, vous êtes au bon endroit, c'est déjà pas mal. On va pouvoir avancer ensemble, tu vois. Et puis, moi, je prends beaucoup de choses sur le ton de l'humour, dans le sens où faut pas blaguer avec tous les sujets, on est d'accord, mais que
ouais, viens, on en parle normalement, comme Oui. si c'était pas grave, tu vois. Et puis, parlant comme ça, comme si c'était pas grave, au bout de 2, 3, 4, 5 minutes, puis en fait, dans mes antécédents, j'ai oublié de vous le dire, mais j'en avais déjà fait une. Mais parce qu'elles osaient pas de le dire, Ouais, bien parce sûr. qu'elles étaient honteuses. Et puis en fait, je vous avais pas dit, mais bah, c'était pas forcément consenti. Ça, c'est vraiment ce truc de si on peut libérer la parole en disant c'est pas grave, en fait, ce qui est en train de vous arriver, il faut que vous me disiez comment vous le sentez, puis on va faire en sorte que vous vous sentiez mieux, ou mieux en tout cas. Et là, ça va libérer beaucoup la parole, quoi. Donc, si vous venez dans nos cabinets pour faire une IVG, faites-le de tête haute au maximum. Pourquoi? Parce que juste, vous prenez soin de vous. Ça, je pense que c'est hyper important. Est-ce que vous entendiez ça? Venez tête haute, vous êtes légitime à demander ça, et vous prenez soin de vous en demandant cette IVG. C'est important. Écoutez-le, entendez-le, s'il vous plaît. S'il y a une injonction que je peux faire dans ce podcast, c'est vous êtes légitime à demander tout ça, et vraiment faites-le tête haute. Il n'y a pas de honte à ça. Aucune. C'est trop beau. J'aurais presque envie de conclure le podcast là-dessus, mais j'ai autre chose à dire. Parce que Mais c'était non. vachement bien. Oh non. Non, mais je voulais parler de l'après aussi. Ouais, bah on va parler de l'après. Parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué entre nous. Ouais. En fait, il y a comme un truc de bon, l'IVG, elle est terminée. Ouais. On regarde d'un point de vue mécanique. Est-ce qu'il n'y a plus rien? C'est bon, tout va bien, les saignements sont arrêtés, tout ça. Donc ça, il y a ce rendez-vous qui conclut le truc. C'est bon, tout est fini. Ok, très bien. Sauf que moi, j'ai un métier qui n'est pas du tout médical. J'ai des femmes qui viennent me voir consécutivement à des IVG pour des problématiques de dissociation du corps. Ouais. Ou même des petits maux du corps consécutifs à des IVG. Je pense à des douleurs pelviennes, je pense à une problématique à ressentir son bassin, avoir des ressentis, ou peut-être des douleurs au rapport qui se créent, enfin plein de choses au niveau corporel qui persistent et pour lesquelles elles ne sont pas forcément préparées, au niveau émotionnel aussi, enfin voilà, il peut se passer plein de choses. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'au niveau santé médicale pure, on s'est rendu compte que bon, voilà, tout va bien, et tout va bien d'un point de vue médical, biologique, mécanique, il n'y a pas de suite en fait. Il n'y a pas de après, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Sauf que c'est une grossesse qui a arrêté, mais il y a une grossesse, donc il y a eu des effets de la relaxine au niveau du bassin qui va jouer sur les ligaments, qui peut provoquer des douleurs ligamentaires. Et ça, c'est pas pris en charge parce qu'il n'y a pas un postpartum, tu vois, il n'y a pas de suivi postpartum. Pour autant, il y a eu une grossesse et des modifications biologiques consécutives à cette grossesse, des modifications utérines. Les hormones qui vont impacter aussi l'aspect émotionnel, tu vois, où tu vas avoir cette chute hormonale et ça peut provoquer un petit cataclysme émotionnel, et si t'es pas préparé à ça, ça peut être très perturbant. Le cycle menstruel qui a du mal à repartir normalement, où on est un peu perturbé et tout. Et en fait, on en parlait ensemble, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose dans le parcours de soins. Il manque un suivi, c'est-à-dire que t'as l'après, et l'après, c'est psychologique dans la tête de beaucoup. Donc comme c'est psychologique, ça va. De toute façon, le psychologique, on s'en fout. Quoi. On soigne le corps, mais on soigne pas le reste. Exactement. Et je pense que l'aspect psychologique a un aspect un retentissement corporel fort. Et ça doit être entendu, ça doit être pris en charge, et ça doit être... C'est le moment, je pense que l'IVG, en fait, c'est le moment de reprendre son corps et son ressenti en main. Donc, c'est-à-dire que post-IVG, moi, j'engage beaucoup de patientes, déjà à déposer ce qu'elles ont à déposer, mais c'est surtout à se reconnecter avec elles-mêmes. Et se reconnecter avec elles-mêmes, ça veut dire s'écouter. Effectivement, tu disais les effets de la relaxine sur le bassin, sur les choses comme ça peut créer des douleurs, ça peut créer un ressenti, en fait, pas forcément douloureux. Un truc de flottement un peu. En fait, la relaxine, peut-être tu peux expliquer ce que c'est, cette hormone. En fait, il y a une hormone pendant la grossesse qui va se libérer, et qui va se libérer tout du long de la grossesse, qui va permettre, notamment au bassin, mais à pas mal d'articulations, en fait, d'être un peu plus mobile. Pour pouvoir accueillir une grossesse et accueillir les kilos que ça va entraîner, et puis le passage potentiellement du bébé, etc. Et le seul problème, c'est que quand tu as une grossesse qui s'arrête, que ce soit par une IVG, sur une grossesse arrêtée, sur ce qu'on appelait avant les fausses couches, tu vois, j'aime pas ce terme-là, mais voilà. Ça reste un terme qui est très largement utilisé. C'est ça, donc qu'on entend en tout cas. Tout ça, la relaxine et tout, c'est arrivé, mais on en fait quoi? Personne ne le prend en charge. On en fait quoi? Et puis même en fait en postpartum. Moi, j'ai accouché il y a quelques années, autant dire qu'en postpartum, c'est bon, t'as accouché, puis on s'en fout quoi. Non, après je flotte. Mon bassin n'est pas maintenu. Après tout ça, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est-à-dire qu'on te laisse là-dessus en mode bon allez, merci, bonne journée, vous allez bien, rentrez chez vous. Non, vous allez bien, rentrez chez vous, mais soyez entourés en psy, soyez entourés d'amis et soyez entourés de professionnels
alors pas professionnels de santé au point Du soin. mais en tout cas des gens qui peuvent vous faire du bien. genre psy, genre yoga, genre hypnose, genre ce que tu fais, par exemple. Je sais pas si... Yoga thérapie. La yoga thérapie. Mais en fait, juste d'avoir des gens qui peuvent nous réaccompagner sur la reprise en main de notre corps et notre corporalité. Et ça, c'est très, très important pour pouvoir se soulager. On entend beaucoup parler des médicaments antidouleurs, mais en fait, les médicaments, ça a une limite. Et je pense que le psychocorporel et la manière de se projeter dans son propre corps, avec notamment la yoga thérapie, j'avais eu la chance de faire des cours avec toi. Et même si, en fait, vous ne faites pas... peut-être inverser le chien, je sais pas quoi. On fait pas des trucs de... On fait pas des trucs comme ça, nous. Hein. Ça peut arriver. Mais... Ça peut arriver, il y en a qui réussissent à le faire, mais tu vois, après, c'est un podcast, vous me voyez pas, mais je fais 1m80, 100 kg, et autant vous dire que se bouger pour faire chien tête en bas, c'est pas forcément mon strong suit. Mais juste, j'ai réussi à faire des cours avec toi, et c'était vraiment le fait de renouer avec son corps et ses capacités, sans avoir de jugement là-dessus. Et c'est pour ça que la yoga thérapie, c'est vrai que c'est top. L'hypnose, c'est top aussi pour pouvoir se réancrer. C'est ça, c'est des réancrages et ça devrait être obligatoire en fait. C'est réintégrer le corps. Mais ça devrait être obligatoire. Post-IVG comme plein de problématiques. Mais non, mais on parle de l'IVG, on parle juste des étapes de vie qui font que parfois on n'est plus en adéquation. On n'est plus dans son corps. On n'est plus en adéquation avec soi-même et c'est important. Prenez soin de vous quoi en fait. Juste prenez soin de vous. Et il fut un temps, on se disait que ça serait trop chouette de créer quelque chose où on pouvait à la fois... Parce que toi, c'est trop bien, t'accompagnes les gens, t'as le rendez-vous à la fin, les gens ils peuvent déposer ce qu'ils ont à déposer. Ouais. On va être très honnête, c'est pas tout le temps comme ça. Ah non, mais c'est un peu... quand on prend rendez-vous sur Doctolib, on sait pas sur qui on va tomber et l'humanité de la personne qu'on va avoir en face. Et puis même, en fait, c'est pas pour ne pas m'envoyer de fleurs ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, moi je suis blindax à 1 mois et demi. J'essaie de trouver des créneaux, mais c'est pas tout le temps. Moi, je vais accueillir les personnes qui sont en souffrance et qui sont vraiment qui me présentent une souffrance, ou alors qui me présentent un truc médical qui moi ça me plaît pas trop. Mais en fait, j'ai pas la place, j'ai pas le temps d'accueillir tout le monde avec la même énergie et avec la même volonté. Et puis en fait, je fais ce que je peux en tant que sage-femme. Non, mais surtout, je fais ce que je peux en tant que sage-femme. Moi, je suis désolée, mais le fait de se réaligner avec son corps... C'est pas ton métier. Je sais pas faire. Ouais. Je sais pas faire. Donc, il faudrait qu'on bosse ensemble. Mais ce qui est bien, c'est que tu réorientes à chaque fois. Enfin, moi, je sais que tu réorientes. Ouais. Et je te remercie. Mais c'est vrai qu'en fonction du praticien de santé qu'on va avoir en face, il y a plein de sujets qui vont pas être abordés, des informations qu'on va pas avoir. Ouais. C'est bien pour ça qu'on fait ce podcast-là, parce qu'il y a une inégalité de traitement. C'est-à-dire que vous aurez la partie médicale, les cachets, ils seront là, l'aspiration sera là. Mais l'accompagnement humain qui va être autour de ça ne sera pas le même. Ouais. Et ça va être une question de chance. C'est horrible à dire, mais c'est une question de chance, de sur qui on tombe quand on prend rendez-vous. Ouais. Et donc, on a des femmes qui viennent après coup. Donc moi, des fois, qui m'arrivent directement, des fois, qui t'arrivent après avoir fait l'IVG et qui prennent rendez-vous avec toi en suivi, où il n'y a pas eu d'infos, ça a été mal vécu, parce que justement, il y a eu un manque d'informations. Donc, souvent, on est quand même beaucoup plus choqué quand on ne comprend pas ce qui nous arrive que quand on est préparé à le vivre. Et puis, ce truc d'après, au niveau corporel, où il manque quelque chose. Et on avait pensé même à une époque à faire un truc groupé, d'ateliers où on pouvait avoir à la fois des réponses médicales post-IVG pour celles qui avaient des questions sur ce qui se passait et une partie corporelle. On n'a jamais pu le faire parce que c'est compliqué à mettre en place et moi ça me reste un truc qui me trotte en tête et peut-être qu'un jour on arrivera à lui donner vie, mais il y a un trou dans la raquette quoi. Il y a un trou dans la raquette et puis tu vois, on en avait parlé parce que pour nous il était évident d'avoir quelque chose qui prenne en charge tous les aspects de vie d'une personne, c'est-à-dire le physique, le médical, le psychosomatique, et ce n'est pas un gros mot parce qu'on entend toujours des psychosomatiques en mode oui mais c'est psychosomatique, c'est dans votre tête donc du coup il y a répercussions, ouais, oui, c'est dans la tête, mais il y a des répercussions, il faut les prendre en compte. Exactement, oui, bravo, le psychosomatique, il faut le prendre en compte en fait. Il y a tout ça qui doit être pris en charge et je pense que ça devrait être un parcours médical obligatoire, tu vois, de le faire du début à la fin et je pense qu'on va le faire parce que maintenant que tu as ouvert ton cabinet, moi j'ai mon cabinet qui tourne bien. Malheureusement, on le sait, ça ne sera que pour des personnes qui ont des moyens, en fait. Et c'est ça qui est toujours un petit peu difficile. Et c'est pour ça que l'hôpital fait ce qu'elle peut, l'hôpital public, mais elle essaye au fur et à mesure de proposer des petits trucs comme ça. Moi, je travaille à l'hôpital en Seine-Saint-Denis. Ouais. Mais bon, c'est une vraie volonté et c'est une vraie galère d'intégrer l'hôpital en soins support. C'est pas si simple, mais c'est un truc que j'essaie de développer un maximum pour avoir un éventail d'options par rapport à des moyens différents parce qu'effectivement ça me semble important que
tout type de personne puisse Mm. avoir cette complémentarité de soins. Moi, je sais bien que moi, toute seule, je solutionne pas le problème. Ouais. Enfin, je suis pas médicale, je connais bien mes limites. Ouais. Mais je sais qu'en travaillant ensemble, on a des résultats qui sont... Non, mais enfin, Important. tu vois, tu parlais du yoga et des études qui avaient été, qui avaient été faites sur le yoga. En fait, le yoga, ça a sa place, mais ça a sa place dans la vie de tous les jours, si j'ose dire, Ouais. tu vois, et particulièrement dans des moments lourds pour les personnes. Après, enfin, vous allez vous recentrer, vous allez être avec vous, quoi. Ouais. C'est important. Moi, je mets un bémol aussi quand même. Ouais. C'est parce que c'est des périodes d'extrême vulnérabilité. Ouais. Et tout yoga n'est pas bon à prendre non plus. Il y a Non. des courants dans le yoga qui sont... Alors, je me suis mal exprimée, mais Non, mais je Ouais. tiens à le dire, et qui justement tirent pas mal profit des vulnérabilités des Ouais. femmes, que ce soit en situation d'infertilité, les IVG, les maladies gynécologiques, etc. Et moi, je suis d'accord que le yoga, de manière générale, est génial, ouais. et qu'il y a plein de styles différents à essayer, mais en gardant un esprit critique dans Ouais. des périodes d'extrême vulnérabilité sur ce qu'on nous propose, et de garder bien les pieds sur terre et de bien garder un lien avec le médical, quoi qu'il arrive. Alors là, il y a un conseil qui peut être donné, je pense, c'est que si vous allez bien aujourd'hui, c'est bête ce que je veux dire, entourez-vous en fait dès aujourd'hui. Pourquoi? Ayez en fait un petit trousseau, tu vois. Si vous allez bien, si vous n'avez pas de soucis, bah ayez dans votre trousseau des personnes vers qui vous tournez si jamais ça va pas. Parce que c'est pas le jour où vous allez pas bien que vous allez avoir cette possibilité mentale, cet espace mental pour Ouais. aller chercher des gens, tu vois. Donc si vous allez bien aujourd'hui, et c'est tout ce que je vous souhaite, on touche du bois, c'est que ayez ce petit trousseau peut-être avec vous qui va vous permettre de savoir qui appeler, de savoir Ouais. vers qui vous retourner pour aller bien demain si ça va pas. Et puis, plus dur, c'est de trouver la première ressource, parce qu'en général, après, les gens travaillent en réseau quand même. Ouais, exact. Et vous pouvez demander à votre sage-femme, Mais oui. à votre gynéco, est-ce que vous connaissez quelqu'un en diététique, en psycho, en yoga, Ouais. Voilà, il y en a plein d'autres, mais en Ouais. tout cas, en général, on travaille quand même pas mal dans des réseaux sécures On travaille en pour groupe. réorienter les personnes. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai un groupe de gynéco, yoga, sage-femme aussi, hein, parce que je sais pas tout faire, loin de là, où c'est des gens qui sont safe, quoi. C'est très important. Donc, vous pouvez demander, hein. Après, si les gens en face vous regardent bizarrement, c'est que c'est pas le bon praticien de santé. Peut-être, ouais. Mais en Sinon, tout cas, on a des on a annuaires des réseaux. entre nous. On a des réseaux, carrément. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Est-ce que tu as Non. pu dire tout ce que tu avais à dire? Ouais, j'ai l'impression on pourrait parler pendant des heures, ça serait affreux, mais Je trouve ce sujet passionnant, parce que je trouve qu'il cristallise tout ce qu'est la santé des femmes actuellement. Ouais, Que c'est un sujet économique, parce qu'il y a quand même une histoire de thunes derrière tout ça. toujours. Que c'est un sujet hautement politique, et que ce qui se passe en politique, il faut faire très attention, parce que ça peut vraiment avoir un impact très rapide sur nos droits et notre santé reproductive. Pensons aux États-Unis. Pensons aux États-Unis, pensons aux Italiennes, pensons aux Polonaises, Ouais. Voilà, qui sont vraiment à côté. Ouais. Que c'est aussi un sujet qui est hautement social, les hontes, les culpabilités qu'on porte en tant que femme par rapport à tout ça, mais en fait qui cristallise la santé des femmes au global. Là, on a Bien parlé de sûr. l'IVG, mais elle a acheté une pilule le lendemain en pharmacie, elle a demandé devant tout le monde, c'est une honte totale. Ouais. Enfin, il y a plein de sujets comme ça où franchement on cache, t'achètes tes protections périodiques, t'as pas envie que ce soit dans ton filet de course et que tout le monde le voit, que t'as tes tampons dans ton sac, alors qu'en fait on s'en fout, tu vois. Ouais. En fait, tout ce qui a trait à notre intimité est quand même extrêmement tabou, et ça, c'est très sociétal. Et puis, c'est un sujet purement santé aussi, qui représente les failles de notre système de soins actuel, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, aller manifester avec les blouses blanches quand il y a des manifs sur les budgets santé, c'est important. Et donc, je trouve que du coup, c'est passionnant, c'est lié à l'histoire aussi. C'est quand même extrêmement fascinant. Et donc, ça me tenait à cœur qu'on en parle au 8 mars. Ouais. Parce que c'est des luttes. C'est pas un euphémisme, c'est des luttes. Nos droits, ils ont été acquis grâce aux luttes de femmes, aux souffrances de femmes, et il faut continuer à construire dessus et à avancer, parce que les choses, oui, on a l'IVG dans la Constitution, mais les moyens sont pas là, et donc il y a encore des choses à demander et des choses à faire évoluer. Donc je trouve ça important de parler de ce sujet-là, et effectivement, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'il est fascinant. Mais je suis ravie d'avoir pu faire ça avec toi. Et pour répéter, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais qui me semble évident. Vous êtes légitime à me demander tout ça, vous êtes légitime à prendre soin de vous, et vous devez rester tête haute dans des moments comme ça, puisque vous ne faites rien de mal, si ce n'est vous prenez soin de vous.
envers et contre tout. Vous prenez soin de vous pour une IVG, entourez-vous des personnes qui vous veuillent du bien. Et surtout, n'hésitez jamais à frapper à notre porte si vous avez besoin d'aide. Voilà. Et donc, je voulais juste vous rappeler que c'est votre décision personnelle. Votre Et- corps, votre choix. Votre corps, votre choix, hein, Hein c'est un grand classique. Et que ça mérite, votre décision, elle mérite le respect et le soutien, quoi qu'il Exactement. arrive. Exactement. Et je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'on a répondu à des questions que vous posiez peut-être, que peut-être vous avez découvert d'autres choses. C'est un peu le but aussi. Si jamais vous avez appris des choses, c'est trop cool. Ouais. Je te remercie infiniment, Mélo, de m'avoir fait confiance pour ce C'était podcast. un grand plaisir de se retrouver avec toi et de parler de ce sujet si important. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. À bientôt.